Quelle est la légitimité de ce plan de paix et est-ce qu'il peut être appliqué ? La légitimité de ce plan de paix provient du seul fait que les États-Unis sont la première puissance mondiale et le pays le plus puissant au monde. Parce que ce n'est pas l'émanation d'un processus diplomatique. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle le quartet, qui était composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies. Mais là, c'est les États-Unis seuls et en fait en liaison avec Israël qui a élaboré ce plan. Les États-Unis aimaient autrefois se présenter comme un honest broker, comme un courtier honnête entre Israël et les Palestiniens, même si en réalité, y compris sous Clinton et Obama, ils ont toujours été plus proches des Israéliens pour des raisons à la fois culturelles, historiques, stratégiques et politiques, et aussi finalement religieuses. Mais là, on ne prend même plus de masque. C'est directement un plan qui a été élaboré entre Israël et les États-Unis. D'ailleurs, lors de la cérémonie où on a annoncé ce plan, il n'y avait aucun Palestinien, il n'y avait que le Premier ministre israélien et son concurrent pour les élections, Benny Gantz. Donc c'est un plan en fait qui reprend tout à fait les désirs israéliens, qui reprend tout ce que les gouvernements israéliens demandent, et notamment Netanyahou demande depuis longtemps, et ne reprend en rien aucune des demandes palestiniennes. Donc en fait, c'est un plan américain qui veut imposer son ordre, c'est une sorte de Pax Americana, sauf que ce plan, dit plan de paix, vient en fait tuer toute perspective de paix véritable entre Israéliens et Palestiniens, parce que c'est vraiment la paix des vainqueurs. Ce n'est pas une paix négociée entre partenaires. Israël dit, avec l'appui américain, j'ai gagné la guerre, les Palestiniens sont des vaincus, ils doivent accepter tout ce que l'on veut parce qu'ils n'ont pas le droit d'émettre des revendications. Par quel pays les Palestiniens sont-ils soutenus? Existe-t-il encore un espoir de partition équitable de ces deux pays? On peut en effet se demander par qui les Palestiniens sont encore soutenus. Auparavant, l'Union soviétique, la Chine, du temps de la guerre froide, étaient des fervents partisans de la cause palestinienne. Aujourd'hui, la Russie de Poutine est très proche de Netanyahou et la Chine de Xi Jinping ne veut pas trop se mêler du conflit. Elle maintient le principe de la solution à deux États, mais elle a des liens militaires et sécuritaires et technologiques assez forts avec Israël. Évidemment, les États-Unis de Trump sont encore plus pro-israéliens que n'importe quel autre président qui l'a précédé. Les pays arabes, qui normalement soutiennent la cause palestinienne, eh bien, ne le font plus autant que cela. On a vu que 3 ambassadeurs étaient présents lors de la cérémonie, ceux d'Oman, de Bahreïn et des Émirats arabes unis. On sait qu'il y a un axe Arabie saoudite-Israël qui s'est mis en place, et on sait que l'Égypte n'a plus réellement de diplomatie indépendante et qu'elle demande, elle aussi, aux Palestiniens de bien prendre en considération ce plan. Quant aux pays européens, plus actifs auparavant, qui, au début des années 2000, l'Europe se posait la question de savoir si Israël continuait sa politique de répression, si on ne remettrait pas en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il n'est plus question de tout cela aujourd'hui, et même la France, qui autrefois était très active sur ce conflit depuis déjà assez longtemps, ne veut plus trop s'en mêler, ou en tous les cas adopte un profil beaucoup plus bas. Et quant à l'Amérique latine, il y avait le géant brésilien qui soutenait la cause palestinienne. Bolsonaro, lui, est complètement d'accord avec Netanyahou. Donc on voit que les soutiens diplomatiques à la Palestine sont pratiquement inexistants, à quelques exceptions près, et que même en Afrique, Israël a gagné beaucoup de terrain. En fait, les seuls soutiens aujourd'hui à la Palestine sont dans l'opinion publique. Parce que s'il y a un virage très fort des diplomaties en faveur d'Israël, ou du moins de ne pas vouloir faire pression sur Israël, les opinions publiques, elles, sont de plus en plus mobilisées, et ce que craint le plus Israël aujourd'hui, c'est le mouvement BDS, boycott, des investissements, sanctions. Alors, existe-t-il encore un espoir de partition équitable entre ces deux pays? Non, puisque là, Trump accepte que Israël annexe encore un tiers de la Palestine existante, et aucun Premier ministre israélien ne sera en mesure de revenir là-dessus. On peut penser que la solution dite des deux États est définitivement morte aujourd'hui. Et l'ONU dans tout ça? Que dit l'Europe et pourquoi la France ne hausse-t-elle pas le ton? Alors l'ONU en fait vaut par les pays qui en sont membres et notamment au Conseil de sécurité, dans la mesure, comme indiqué précédemment, où les grandes nations membres permanents du Conseil de sécurité adoptent en réalité une politique soit de soutien total à Israël, soit d'absence de volonté de pression sur Israël. L'ONU ne peut rien faire. On va empiler des résolutions qui n'ont aucune force exécutive et les pays vont se faire plaisir en condamnant Israël à l'Assemblée générale, mais il n'y aura jamais aucune sanction au Conseil de
sécurité, et donc Israël a un boulevard devant lui. Quant aux Européens, j'ai répondu tout à l'heure, les Européens sont nettement moins actifs, et la France, elle aussi, est nettement moins active qu'elle ne le fut auparavant. Comment se fait-il que le droit international puisse être autant bafoué? Sert-il encore à quelque chose? Il vaut mieux qu'il y ait du droit international qu'il n'existe pas plutôt, et il vaut mieux qu'il y ait un code de la route, même s'il est violé, qu'il n'y ait pas de code de la route. Mais donc effectivement, on voit bien que dans ce conflit, le droit international est sans cesse évoqué et n'est jamais respecté. Depuis 1967, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui demande à Israël de se retirer des territoires occupés, et bien sûr, rien n'a été fait. Il y a des résolutions qui datent de 1948 qui parlent du droit au retour des réfugiés, et bien sûr qui n'ont jamais été appliqués. On peut dire que le conflit israélo-palestinien échappe en fait au droit international, y compris d'ailleurs les conventions de Genève qui interdisent de modifier ce qui existe dans les territoires conquis ou occupés par la force. On voit bien que les expulsions de Palestiniens, que les nombreuses violences faites à l'égard des Palestiniens sans qu'il n'y ait jamais aucune sanction à l'égard soit des colons, soit même des soldats israéliens qui en sont coupables, on peut dire que, bien, par rapport au dossier israélo-palestinien, le droit international est largement mis de côté.